Cette vaste propriété était autrefois la fierté et la joie de Diddy, jusqu'à ce qu'il la quitte brusquement il y a plus de 15 ans. À ce jour, la raison de son départ soudain reste un mystère. Était-ce à cause d'un scandale, de la peur, ou peut-être quelque chose d'encore plus étrange? Niché dans la banlieue tranquille juste à l'extérieur d'Atlanta, en Géorgie, ce manoir aujourd'hui oublié possède une histoire aussi riche qu'intrigante. Construit en 1987, le manoir a eu plusieurs propriétaires au fil des ans. Mais tout a changé en 2003 lorsque le magnate du hip-hop Sean Diddy Combs l'a acheté. Diddy y a investi beaucoup, entreprenant des rénovations importantes pour en faire un refuge luxueux. Pourtant, après seulement 4 ans, il a quitté les lieux et a vendu la propriété pour 1,3 million de dollars, soit la moitié des 2,6 millions qu'il avait initialement payés. Alors, pourquoi est-il parti et qu'est-ce qui l'a poussé à vendre à une telle perte? Restez avec nous alors que nous plongeons dans l'histoire complète de ce mystère. Le manoir de 20 000 pieds carrés abrite 8 chambres et 16 salles de bain. Conçu pour le luxe, il comprend une immense bibliothèque, une cave à vin, une salle de cinéma, 5 cheminées, une salle de sport personnelle et plusieurs saunas. À l'extérieur, la propriété possède un garage pour 5 voitures, une piscine d'eau salée et un court de tennis. Mais la question demeure. Pourquoi Diddy a-t-il laissé un domaine si impressionnant à l'abandon, exposé aux éléments? Rejoignez-nous pour explorer cet endroit mystérieux et découvrir l'histoire qui se cache entre ces murs. Après avoir traversé le quartier cossu, se sentant un peu déplacé en tenue de camouflage et d'équipement tactique, l'exploration commence. Trouver une place de stationnement est difficile et les portes du manoir sont verrouillées, forçant à laisser la voiture un peu plus loin dans la rue. Il est maintenant temps de traverser les bois pour atteindre le manoir. Les bois sont denses et la descente est raide, environ 15 minutes de marche, lampe de poche à la main, serpentant à travers les arbres épais. L'approche se fera depuis l'arrière-cour et l'ambiance devient encore plus intense à mesure que l'on s'en rapproche. En arrivant enfin à l'arrière du manoir, les surprises commencent. L'électricité, étonnamment, est toujours en marche, une trouvaille rare dans une propriété abandonnée comme celle-ci. Le terrain est vaste, avec les restes d'un foyer et une piscine rappelant la grandeur qui régnait ici autrefois. En entrant depuis l'arrière-cour, un escalier sombre mène au sous-sol. L'air y est différent, plus frais, humide, avec une odeur persistante de moisi. Quelque part dans l'obscurité, un faible bourdonnement indique que le système de chauffage, ventilation et climatisation pourrait encore fonctionner, comme s'il essayait de repousser la moisissure rampante qui menace la structure du manoir. Au sommet se trouve une vaste pièce, probablement autrefois un espace de vie opulent. Étonnamment, de nombreux appareils haut de gamme sont encore intacts. Et plus surprenant encore, ils sont alimentés. Le réfrigérateur ronronne doucement en arrière-plan, rappelant étrangement la vie dans un endroit qui a été laissé derrière. Il est étonnant de penser que ce manoir a encore de l'électricité dans certaines zones, ajoutant à son mystère étrange, presque hanté. Diddy avait acheté ce domaine pour la somme astronomique de 2,6 millions de dollars, mais après 4 ans de rénovation, il l'a vendu pour la moitié de ce montant, soit seulement 1,3 million. Était-ce la crise du logement? Ou autre chose? Les rumeurs entourant le départ de Diddy du manoir sont très variées. Certains suggèrent qu'il faisait face à des difficultés financières, tandis que d'autres racontent une histoire plus sensationnelle, qu'il était hanté par le fantôme de son défunt ami, Biggie Smalls, également connu sous le nom de The Notorious B.I.G. L'histoire prend une dimension plus profonde, car des murmures dans l'industrie insinuent que Diddy pourrait même avoir joué un rôle sombre dans le destin de Biggie. Ces accusations peuvent sembler être de simples commérages, mais elles proviennent de personnes de l'industrie qui prétendent en savoir plus qu'elles ne veulent en révéler. La connexion de Biggie avec Diddy était fondamentale. Il fut le premier artiste à signer avec le label Bad Boy Records de Diddy en 1993, devenant rapidement l'un des plus grands noms du hip-hop.
Cependant, en coulisses, la tension montait. Biggie ne gagnait pas autant qu'il aurait pu, principalement parce que Diddy conservait la moitié de ses droits d'auteur, un contrôle qu'il refusait de céder. Frustré et se sentant lésé, Biggie aurait commencé à explorer des options pour quitter Bad Boy Records et reprendre la propriété de son travail. Son équipe juridique a tenté de négocier un plus grand contrôle, mais Diddy a résisté à chaque étape. Comme il l'a dit un jour, « Je ne le céderai jamais tant que je ne serai pas mort et que mes os ne seront pas réduits en poussière. » Le 5 mars 1997, Biggie a donné une interview à la radio à San Francisco, où il a révélé avoir engagé des agents de sécurité, exprimant des inquiétudes réelles pour sa sécurité. 3 jours plus tard, le 8 mars, il a assisté à l'after-party des Soul Train Music Awards. Cependant, vers 0h30, les pompiers ont dû fermer l'événement pour cause de surpopulation, ce qui a poussé Biggie et son entourage à retourner à son hôtel. Tragiquement, vers 1h du matin, sa vie était sur le point de s'achever dans un accident. Plus de 20 ans plus tard, le cas de la disparition de Biggie reste non résolu, sans conclusion définitive. Pourtant, certaines figures de l'industrie ont insinué que Diddy pourrait y être impliqué. Dans sa chanson « The Bomb », 50 Cent a laissé entendre un lien possible entre Diddy et la mort de Biggie, suggérant même qu'il pourrait s'en prendre à d'autres. 50 Cent et Diddy n'ont presque jamais été en bons termes, et leur rivalité s'est intensifiée lorsqu'ils sont devenus concurrents dans l'industrie des boissons alcoolisées. En 2023, 2 décennies après la mort de Biggie, Diddy a finalement restitué les droits d'auteur à tous les artistes et auteurs de Bad Boy qui ont contribué au succès du label. Suite à l'arrestation récente de Diddy, 50 Cent s'est régulièrement exprimé sur les réseaux sociaux, affirmant que les accusations contre lui sont vraies. Pour renforcer son point de vue, 50 Cent a révélé qu'il produisait une série documentaire sur la vie mouvementée de Diddy. Netflix soutient déjà le projet, avec un producteur désigné et la production en cours. Maintenant que Diddy est derrière les barreaux, il semble que 50 Cent soit prêt à dévoiler toutes les vérités cachées. Un autre artiste qui n'a pas hésité à évoquer les secrets de Diddy est Eminem. Dans un remix intitulé « Fuel », il fait référence aux controverses passées impliquant Diddy, y compris des questions non résolues concernant Biggie et Tupac, ainsi que des accusations récentes. Ce n'est pas la première fois qu'Eminem exprime ses opinions. Il a fait des remarques similaires dans la version originale de Fuel. Bien qu'il n'y ait aucune preuve irréfutable liant directement Diddy à l'affaire Biggie, un schéma étrange a émergé, sa peur inexpliquée de certaines maisons qu'il a possédées. Peut-être y a-t-il une part de vérité dans les rumeurs selon lesquelles le fantôme de Biggie le hanterait, car ce n'est pas le seul manoir de luxe que Diddy a abandonné. En plus de la propriété d'Atlanta, un autre de ses anciens manoirs, une magnifique maison de 5 chambres et 9000 pieds carrés à Hollywood Hills, a également été laissé à l'abandon. Après que les spectateurs ont découvert que Diddy avait autrefois possédé ce manoir en Californie, la propriété est devenue une toile pour les artistes de graffiti. L'extérieur, autrefois immaculé, est désormais un dédale de tags colorés et d'art de rue. Des mots comme « Diddy était là » sont éclaboussés en rouge vif sur le toit, et un cœur pleurant peint apparaît sur un côté de la maison. D'autres messages résonnent autour de la propriété, notamment l'inscription ironique « L'argent est temporaire, le style de vie est éternel ». À l'intérieur, les choses sont devenues encore plus sauvages. Des squatteurs ont pris le contrôle et des rapports locaux indiquent que les autorités doivent expulser au moins 10 personnes par jour. Ce qui était autrefois une résidence opulente est maintenant en ruine, résonnant des pas de résidents temporaires. Après environ une décennie d'abandon, le manoir a perdu beaucoup de son éclat d'origine, mais son état tragique ne fait qu'approfondir le mystère entourant l'histoire de Diddy avec lui. Cela fait environ 10 ans qu'il l'a laissé derrière lui. Et à ce jour, la maison reste à la fois un avertissement et une installation artistique inattendue, laissant entendre que, malgré toute sa richesse et sa célébrité, il existe des ombres que même Diddy ne peut échapper.
Depuis l'arrestation de Didi à Manhattan pour son implication présumée dans le trafic, ses propriétés abandonnées ont fait face à une vague de vandalisme public. Son ancien manoir, autrefois la demeure de la chanteuse Mary J. Blige et évalué entre 6 et 7 millions de dollars, est désormais entièrement recouvert de couches d'art graffiti, un contraste saisissant avec sa splendeur passée. Pourtant, même ses propriétés désertées ne sont rien comparées aux rassemblements notoires qu'il organisait autrefois dans certaines de ses autres maisons somptueuses. Connus sous le nom de fêtes exclusives, ces rassemblements étaient loin d'être ordinaires. On dit que les invités vivaient des performances immersives et élaborées, prolongées dans le temps. Selon une plainte déposée par Lil Rod Jones, un ancien employé, Didi aurait organisé ces événements en invitant un groupe diversifié d'individus, créant ainsi une atmosphère engageante tout au long de la soirée. Pour ajouter à l'intrigue, après son arrestation, des images ont refait surface montrant un détail inhabituel dans le vaste jardin de Didi. Un lit géant de 50 pieds, aménagé comme s'il s'agissait d'un meuble standard. Des vidéos montrent les invités interagir avec ce lit, ajoutant une dimension intéressante aux histoires de ces fêtes exclusives. Les événements auraient duré plusieurs jours, certains participants nécessitant apparemment des soins supplémentaires pour se remettre de l'épuisement. Lorsque les autorités sont arrivées à la résidence de Didi à Miami dans le cadre d'une enquête liée à ces rassemblements, elles auraient trouvé divers objets suggérant une atmosphère d'extravagance. La scène soulignait le caractère unique et intense de ces événements. Pendant ce temps, à Los Angeles, une opération similaire se déroulait dans sa maison où ses fils, Justin et Christian Combs, étaient présents. Des images de la scène montrent des agents guidant Didi dans un couloir, les mains sur la tête, tandis que ses fils vivaient une expérience intense avec les autorités. Après l'événement, la mère des garçons s'est exprimée sur les réseaux sociaux, condamnant les autorités pour ce qu'elle considérait comme une agression inutile envers ses fils. Malgré l'indignation publique croissante, la famille a montré un soutien indéfectible à Didi, avec ses fils et sa mère, Janice Combs, présents aux audiences judiciaires à ses côtés. Dans une déclaration émise par son équipe juridique, Janice a exprimé sa profonde détresse face à la manière dont son fils était jugé publiquement, qualifiant cela de « lynchage moderne ». Elle a reconnu que son fils avait commis des erreurs regrettables dans sa vie, mais estime que cela ne devrait pas éclipser l'ensemble de son caractère. Elle a cité un moment controversé de 2016, capturé par des caméras de sécurité, où Didi aurait frappé son ancienne petite amie, Cassie, dans le couloir d'un hôtel à Los Angeles. Bien que Didi ait plaidé non coupable aux dernières accusations, l'affaire comporte des allégations sérieuses concernant ses méthodes pour préserver la confidentialité de ces événements. À mesure que l'enquête progresse, d'autres accusations ont émergé, suggérant qu'il aurait pris des mesures pour protéger sa réputation et dissuader des individus de parler publiquement. Dans un autre récit glaçant détaillé dans les documents judiciaires, les procureurs accusent Didi et un associé non identifié d'avoir orchestré un incident éprouvant quelques jours avant Noël en 2011. Selon les charges, les deux hommes auraient enlevé une personne pour faciliter une effraction dans la résidence de quelqu'un d'autre. 2 semaines plus tard, Didi aurait utilisé des tactiques encore plus agressives en allumant une voiture, en découpant la capote d'un cabriolet et en y lançant un cocktail Molotov. Ces allégations ne sont pas nouvelles dans le passé de Didi. En décembre 1999, il avait été impliqué dans une affaire très médiatisée aux côtés de sa petite amie de l'époque, Jennifer Lopez, et du rappeur Jamal Shine Barrow, après un incident dans une boîte de nuit. Nathana Rubin, blessé cette nuit-là, est depuis revenu partager son témoignage de ce qui s'est passé pendant cet événement chaotique. Elle affirme que l'incident lui a laissé des séquelles physiques durables, qu'elle pense pouvoir servir de preuve importante si nécessaire. Bien que Didi, Lopez et Barrow aient initialement été placés en détention après l'incident, les résultats ont considérablement varié. Didi et Lopez ont été détenus uniquement pour possession présumée d'armes et n'ont pas été officiellement inculpés dans le cadre de l'affaire.
Cependant, Barrow a été inculpé et a finalement purgé une peine pour son rôle dans les événements de la nuit. Malgré l'absence d'inculpation à son encontre, cet incident a ajouté une couche de notoriété à la réputation de Diddy, une réputation qui continue de le suivre alors que de nouvelles accusations font surface. Alors que la tempête entourant Diddy semblait déjà intense, de nouvelles allégations troublantes ont émergé. En audience, Diddy est resté ferme, niant catégoriquement toutes les accusations. Son avocat a tenté de détourner l'attention des découvertes alarmantes faites lors d'une récente perquisition au domicile de Diddy, notamment la quantité impressionnante de flacons d'huile pour bébé trouvés sur place. Bien que Diddy n'ait pas fourni d'explications pour les milliers de flacons, son avocat a exprimé son incompréhension quant à leur pertinence. « Je ne comprends pas ce que cela prouve. Un flacon d'huile pour bébé dure longtemps. Je ne vois pas pourquoi il en faudrait 1000, a-t-il dit, suggérant que Diddy achète simplement en gros chez Costco en raison de la taille de sa propriété. Cependant, un représentant de Costco a rapidement démenti cette défense, affirmant que l'enseigne ne vend pas d'huile pour bébé dans ses magasins aux États-Unis. Cette contradiction n'a fait qu'alimenter les spéculations selon lesquelles Diddy et sa famille pourraient dissimuler quelque chose de plus important que de simples fournitures ménagères. Plus tard dans la journée, après que Diddy a été emmené menottes au poignet depuis son manoir de Los Angeles, ses fils, Justin et Christian Combs, sont rapidement retournés sur la propriété. Selon les rapports, ils récupérèrent des effets personnels, mais certaines sources ont insinué qu'ils auraient également emporté des boîtes pouvant contenir des éléments potentiellement compromettants pour leur père, que les autorités auraient négligés lors de la première perquisition. Pour ajouter à l'intrigue, le manoir aurait une rumeur de tunnels souterrains reliant d'autres propriétés du domaine, bien que cette affirmation reste non vérifiée. Ce qui a été confirmé, c'est la présence d'une piscine équipée d'un tunnel de natation sous-marin menant à une grotte. Les frères Combs ont également été aperçus quittant séparément une autre résidence de Beverly Hills appartenant à leur père tard dans la nuit. Justin est arrivé vers 22h30 et Christian est apparu quelques heures plus tard. Les deux ont ensuite quitté la propriété précipitamment, se dirigeant vers un lieu inconnu. En ce qui concerne les fils de Diddy, le dicton « tel père, tel fils » semble s'appliquer. Christian Combs, ainsi que son frère C.H.R. King Combs, ont été mentionnés dans une récente plainte pour conduite inappropriée. La plainte décrit un incident sur un yacht en décembre 2022, et Diddy est mentionné comme ayant affrété le yacht où ces événements auraient eu lieu. Grace Hommark, une intendante présente sur le yacht ce jour-là, a raconté avoir ressenti une pression pour participer à certaines interactions. Elle a déclaré qu'elle avait exprimé ses préoccupations au capitaine du yacht au sujet de l'incident, mais craint que les détails n'aient pas été entièrement documentés. De plus, la plainte fait référence à des déclarations passées suggérant que Brendan Paul, une personne ayant des liens avec Diddy, aurait été témoin d'activités sur le yacht qui suscitent des questions. En mars, les autorités ont mené des opérations dans les propriétés de Diddy au cours desquelles Paul fut la seule personne arrêtée trouvée en possession de certaines substances. La situation évolutive entourant Diddy a fait émerger des allégations impliquant divers comportements préoccupants et des questions liées à des substances. L'avocat du procureur, Tony Buzbee, a déclaré qu'une part importante des incidents signalés en lien avec Diddy pourrait impliquer l'influence de substances, soulignant un environnement qui a suscité des interrogations. Certains rapports mentionnent des substances citées à plusieurs reprises dans les témoignages d'individus. Plusieurs personnes affirment avoir consommé des boissons à leur insu, ce qui les aurait laissés mal à l'aise et désorientés. Certains participants auraient quitté les événements plus tôt pour éviter tout inconfort. Des allégations mentionnent également diverses substances, certains individus signalant des effets secondaires difficiles, tels que des vertiges, des nausées ou une anxiété accrue. Beaucoup de ceux qui ont pris la parole ont partagé leurs expériences seulement après avoir consulté un médecin.
En septembre, de nouvelles allégations ont émergé lorsque Talia Graves a déposé une plainte impliquant Diddy et son garde du corps, Joseph Sherman. Graves les accuse de fautes graves, relatant un incident de 2001 lorsqu'elle s'est rendue dans un studio d'enregistrement à leur invitation. Elle affirme qu'après avoir accepté une boisson, elle est devenue désorientée et s'est ensuite sentie vulnérable face à des manipulations. D'autres personnes ont depuis partagé des récits similaires. Joey Dickerson, une autre plaignante, a également déposé une plainte, alléguant qu'elle a subi un traitement éprouvant après une rencontre avec Diddy alors qu'elle était étudiante. Son récit inclut des préoccupations sur l'utilisation ultérieure de vidéos de cette époque. Ces deux affaires viennent s'ajouter à la narration continue impliquant Diddy, alors que davantage de personnes partagent leurs expériences personnelles. Après le dîner, Dickerson affirme que Diddy l'a conduite dans un studio d'enregistrement où elle s'est sentie sous pression pour continuer la soirée. Elle décrit un malaise et une désorientation qu'elle attribue à quelque chose qu'elle aurait consommé plus tôt. À ce moment-là, elle se sentait vulnérable et incapable de contrôler pleinement ses actions. Dans une affaire distincte, une autre personne nommée Adria a déposé une plainte impliquant Diddy, son label de disques et d'autres défendeurs. Adria, danseuse dans un club de New York en 2004, se souvient d'un événement où elle a ressenti une pression pour consommer certaines substances. Elle affirme que l'atmosphère de l'un des rassemblements de Diddy l'a rendue mal à l'aise, la poussant à agir contre sa volonté. Au cours de l'événement, on lui a demandé de changer de tenue pour porter une tenue qui la mettait mal à l'aise, qu'elle a interprétée comme un signal modifiant son rôle lors de la soirée. En outre, l'avocat du procureur, Tony Busby, a rapporté les témoignages de plusieurs personnes préoccupées par des interactions passées. Il représente actuellement 12 personnes qui ont présenté des preuves de leurs expériences dans l'espoir de faire avancer leur dossier. Les ennuis judiciaires de Diddy se sont intensifiés le 10 octobre, lorsqu'un juge a tenu une audience dans son affaire fédérale et a fixé le procès au 5 mai 2025. Dans la salle d'audience, Diddy, vêtu d'un pantalon kaki et d'une chemise fournie par la prison, les chevilles entravées, a plaidé non coupable. Son attitude a surpris beaucoup de personnes, semblant confiantes, voire un peu trop enjouées, compte tenu de la gravité de la situation. Il a salué sa famille, assise au deuxième rang, en souriant alors qu'il était escorté dans la salle par des officiers. Alors que l'audience se déroulait, un avocat a révélé que lors des perquisitions dans les résidences de Diddy à Miami et à Los Angeles, ainsi que dans un aérodrome privé non divulgué en Floride, un total de 96 appareils électroniques ont été saisis. Suite à l'arrestation de Diddy le mois dernier, 4 autres dispositifs ont été confisqués. Parmi les 96 objets collectés, 8 appareils de Miami contenaient près de 90 téraoctets de données, que l'avocat a qualifié de preuves très significatives. Cette quantité remarquable de preuves comporte sans aucun doute des implications sérieuses. Cassie Ventura a fait les gros titres en tant que première victime à se manifester et a déposé une plainte contre Sean Diddy Combs, déclenchant une série de révélations. À l'approche de la date du procès, l'industrie musicale et les fans se retrouvent confrontés au contraste frappant entre le Diddy qu'ils pensaient connaître et les graves accusations qui émergent maintenant contre lui. Si des conséquences sont prises à son encontre, il est probable que d'autres en subiront également. Comme l'a déclaré l'avocat de l'accusation, « Le jour viendra où nous donnerons des noms au-delà de celui de P. Diddy, laissant entendre un réseau plus large de personnes impliquées. » Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu intrigant. Nous serions ravis de lire vos avis dans les commentaires sur les personnes que vous pensez également impliquées dans les affaires douteuses de Diddy.